for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et tous, on reçoit ce matin dans Vous êtes formidable un collectionneur, auteur, réalisateur fasciné par la Seconde Guerre mondiale et surtout par les soldats qui ont combattu. Il en fait des livres et des documentaires à hauteur d'homme et ça change tout. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de rencontrer un ancien soldat, Ouais. un vétéran, un blessé de guerre? Bah, il me semble que oui, Ouais. mais je m'en rappelle plus. C'est flou Ouais, comme souvenir? c'est complètement fou, j'étais au CP, donc c'était il y a déjà au moins 4 ans. Donc oui, je grandis très vite. Mais non, c'était quand j'étais au CP, je sais qu'il était venu avec un grand manteau bleu de poilu aussi, c'était la Première Guerre mondiale. Ok, première guerre. ok. Donc mais non, je me rappelle plus des échanges qu'on a eu avec lui. Ah, c'est J'étais dommage. trop petit. Oui, c'est Voilà. dommage. Mais ça vous a marqué un petit peu, d'une Ouais. certaine manière. Notre invité, en tout cas, il en a rencontré pas mal. Il a surtout lu leurs récits au travers des correspondances avec leurs familles. De quoi nous éclairer, nous, en profondeur, sur l'âme de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Voici Clément Horvat. Bonjour. Et bonjour Clément. Et bienvenue. Je vous ai présenté comme collectionneur, auteur, réalisateur. Alors je commence tout de suite par montrer ce livre-là, puisque c'est pour ça que vous venez nous voir aujourd'hui. Till the Job is Done, en français, jusqu'à ce que le boulot soit fait. C'est un livre aux éditions OREP qui est complété par un documentaire. On va en parler dans un petit instant. En tout cas, il est consacré à un homme, un soldat, qui s'appelle Otis Hewitt. C'est qui ce monsieur ? Tout à fait. C'est vrai que habituellement dans mes livres, j'ai tendance à honorer une quarantaine, une cinquantaine de soldats différents. Et là, c'est un officier qui a eu un parcours très particulier, surtout qui avait une plume exceptionnelle, à tel point qu'en fait, je me suis dit il méritait son propre ouvrage et une collection assez colossale également de lettres. À la base, je pensais que j'allais en utiliser une ou deux dans un futur ouvrage. Et puis en fait, au fur et à mesure que je le lisais, je les mettais de côté. Et puis je me suis retrouvé avec une pile énorme. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc c'était passionnant de lire ces courriers. En dehors de la plume, j'imagine qu'il y a ce qu'il a vécu qui vous a intéressé. Vous vous êtes dit, tiens, il a quelque chose que les autres soldats que j'ai pu rencontrer, même par les écrits, n'avaient pas, ou quelque chose de différent? Alors déjà, il était dans une unité qui est assez populaire, hein, la 4e division d'infanterie américaine, qui a combattu de la Normandie jusqu'à l'Allemagne et qui a libéré Paris aux côtés de la 2e DB française. Donc déjà, par son parcours, c'était intéressant. Et puis après, d'un point de vue plus personnel, il y avait une vraie connexion qui s'est créée parce que le hasard a fait qu'il avait exactement l'âge que j'avais au moment de l'écriture du livre. Et il attendait son premier fils, comme moi, au moment de l'écriture. Et en fait, du coup, il y avait vraiment ce décalage entre lui et moi où, voilà, moi, j'écrivais ça dans le confort de mon foyer, en paix, en liberté, voilà, tandis que lui, il écrivait ça dans un foxhole boueux en plein milieu de la forêt de Hurtgen en Allemagne, qui était une bataille épouvantable. Okay. Donc ça permet vraiment de réaliser aussi, nous, la chance qu'on a encore aujourd'hui et pour longtemps, j'espère. Il y a quoi comme rapport, du coup, entre vous? Vous disiez, il y a forcément une connexion parce que vous aviez le même âge, enfin, en tout cas, quand vous lisez ses lettres, vous avez le même âge que lui dans ses lettres. Il vous a fasciné, il vous a interrogé, il vous a fait pitié, fait de la peine, rendu triste. Qu'est-ce qu'il a créé en vous? En fait, c'est surtout que j'étais surpris de lire des lettres aussi détaillées sur les conditions du front, parce que moi, c'est ce que je recherche. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la censure, il y avait également l'autocensure. Les soldats ne voulaient pas inquiéter leurs proches à la maison, donc ils avaient tendance à se limiter à du contenu purement familial, pas très intéressant. Et moi, je recherche du contenu historique, avec des descriptions détaillées des combats, de ce qu'on vit sur le front. Et lui racontait absolument tout, parce qu'en tant qu'officier, il censurait son propre courrier. Et puis surtout, il avait l'air de suivre pas mal de la censure. Donc j'étais assez étonné. Il parle de crimes de guerre des deux côtés. Il parle de la destruction, des copains qui meurent, des snipers, des mines, de ses rencontres avec les civils français aussi, qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont du mal à se nourrir. Et donc, toutes ces histoires détaillées, elles rentrent dans une boîte à chaussures. Exactement. C'est terrible, hein? C'est quand même fou, ouais. C'était un... Ouais, j'ai vraiment voyagé dans le temps. C'est ce que j'aime, en fait, en ouvrant à chaque fois une enveloppe. On ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et on a des témoignages, des fois, alors c'est rare, hein. La plupart du temps, on s'ennuie ferme. Mais là, pour le coup, c'était vraiment
passionnant et j'avais vraiment envie de creuser son histoire et d'en faire quelque chose. Ouais. D'accord. Vous avez donc complété ce livre par un documentaire. Et j'utilise bien le mot complété parce que le documentaire, il est disponible gratuitement sur YouTube et il complète tout ça parce que c'est plus votre cheminement personnel sur les lieux où a été Otis Hewitt. Et le documentaire s'appelle pareil, hein, ça a le même titre. Oui. Ouais. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui, une fois que j'avais terminé le bouquin, enfin, j'étais pas loin de la fin, j'avais une sensation d'inachevé et j'avais voilà, il citait tous ces villages que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant que je me lance sur ses traces et que je fasse exactement son parcours de la Normandie jusqu'à l'Allemagne, en interviewant des témoins, des vétérans, des historiens, et puis en me rendant sur les lieux mêmes où il a été. Donc j'ai exploré des bunkers, j'ai vu des foxholes en Allemagne. C'était vraiment passionnant. Et dans quel but vous vous êtes dit, tout ça, je dois le partager, tout ça, je dois le faire connaître des gens? Pourquoi? Vous auriez pu garder ça pour vous? Je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes générations à ce dont on profite aujourd'hui, hein, c'est-à-dire quand même un pays libre, la paix, pas très très loin de chez nous, il y a des gens qui prennent des bombes sur le bout du nez quotidiennement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on est tellement habitués, on prend tellement tout ça pour acquis qu'en fait... Voilà, ça nous paraît loin, hein, et puis même on oublie, il y a juste à regarder les chiffres de connaissance de l'Holocauste chez les jeunes générations. C'est important de rappeler, en fait, mine de rien, on a l'impression qu'on rabâche, mais en fait c'est important. Et de le rappeler à hauteur d'homme finalement, c'est ça. Avec des histoires personnelles dans lesquelles on peut se projeter, et du coup ça devient beaucoup plus concret d'un coup. Oui. Clément, maintenant qu'on a fait connaissance très rapidement avec Otis, je vais vous présenter une partie de mes troupes. À moi aussi, voici l'officier Paulin Robert. Bonjour Paulin. Bonjour, vous avez vu, vous avez Paulin Robert. J'ai un petit peu de galon, effectivement. Merci. Bonjour André, bonjour Héloïse. On est content de vous voir, dites donc. Merci beaucoup. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, vous êtes tourangeau et passionné d'histoire. Et votre passion aussi, c'est de mettre en lumière des histoires qui sont méconnues de guerres, de conflits, et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Célèbre pour ce débarquement. Figurez-vous qu'on débarquait... de manière différente. On pouvait débarquer en bateau, en avion, en parachute, avec ces fameux parachutistes. Et il y a notamment un parachutiste qui est devenu plutôt célèbre. Si je vous parle de John Steele autour de la table, est-ce que vous le connaissez? John Steele? Moi, son nom il claque. Déjà, il y a un nom qui son nom envoie un petit peu. Hein. C'est vrai que son nom américain envoie Clément un petit a peu. hoché de la tête. Clément, bien sûr, oui. Décidément, on ne peut rien ne vous apprendre sur ce conflit. Oui, accroché à Sainte-Mère-Église sur le... Exactement. John Steele, donc pour être un petit peu dans le contexte, donc nous sommes le 5 juin 1944. John Steele est dans son petit avion avec son parachute. Il attend le go de son commandant pour décoller, pour sauter et pour arriver à Sainte-Mère-l'Église. Sainte-Mère-Église, pardon. J'ai toujours dit Sainte-Mère-l'Église, mais c'est bien. On va tous se faire corriger. Merci pour la correction. Son parachute s'ouvre. John est blessé pendant le vol, mais il atterrit bien à Sainte-Mère-Église. Mais il s'est peut-être mis un petit peu trop dans le centre du village, puisqu'il atterrit sur le clocher de l'église du village. Manque de peau, il a quand même un petit couteau dans sa poche, donc il va essayer de couper les sangles. Couteau qu'il fait tomber par la suite. Ah non. Donc donc autre solution, il va faire le mort pendant 3 heures du haut de son clocher d'église, et pour être fait prisonnier par un militaire allemand. Bon, il sera libéré par la suite, hein. Tout se finit bien pour notre ami John. Et question, pardon, mais Otis, il débarque en Normandie? Non, il arrive en tant que remplaçant juste après le jour J. D'accord. Mais c'est le lot de la plupart des soldats. Hein. Il y en a très peu qui ont connu le jour J et la fin de la guerre. Hein. Oui. Donc, il faut dire que quand ils débarquaient, ils étaient mais exposés. Si je peux moi aussi faire une petite parenthèse, il y en a qui ont fini bien plus mal que John Steele, parce que en fait, tous les Allemands étaient sortis pendant la nuit du 5 au 6 juin, parce qu'il y avait un incendie en fait, dans une maison qui est maintenant à l'emplacement du musée Airborne. Et il y a certains paras qui ont été aspirés en fait, par la chaleur des flammes et qui ont fini dans le feu. Et puis surtout, tous les Allemands étaient dehors, donc en fait, ils se faisaient tirer comme des lapins. Donc
notre ami John s'en est plutôt bien sorti, quoi. Ouais, Hein. par rapport à Ouais. Au final, tout ce qu'il aurait pu vivre. Ouais, c'est clair. Exactement. Bon, il a gagné en célébrité hein, avec cette histoire. Il y avait un film qui est sorti hein, le jour le plus long. Mais sachez que ce n'est pas le seul hein, à être resté coincé C'est dans vrai des endroits plutôt insolites. Ah. Et oui, et figurez-vous. Pendant la que- guerre ou à d'autres moments À d'autres moments. Ah, je me Pendant la disais guerre, bien. je pense qu'il y a eu d'autres histoires. Hein, peut-être que Clément a d'autres anecdotes. Mais en février dernier, sachez C'est pas que longtemps. c'était tout récemment. Sachez que 3 employés hein, sont restés suspendus du haut de la Tour Eiffel à 30 mètres de C'est hauteur. vrai Ah oui Oui, pendant 4 heures, hein, figurez-vous. Donc, le temps ça doit être est quand même assez long. Ouais. Donc l'ascenseur est tombé en panne. Ils ont attendu. Ils sont sortis en rappel. Ah oui. Mais si vous aviez pour objectif de visiter la Tour Eiffel, figurez-vous que je suis là pour vous rassurer. Et j'ai vu que les ascenseurs de la Tour Eiffel étaient munis de petits parachutes. Donc voilà, histoire de finir la descente de grosse inquiétude en petite descente de croisière. Et Ouais. pour revenir à une histoire un peu plus célèbre, hein, certains connaissent peut-être Aaron Ralston, alpiniste américain, qui après être parti en promenade au Dans le Colorado. Colorado. J'ai eu Ouais. un peu de mal ce Ouais. matin. Ouais. C'était Dans les coincé canyons, ouais. le bras Ouais. pendant 127 heures, Ouais. où il se faisait chatouiller un petit peu les orteils avec les serpents et les araignées. Il a dû, excusez-moi du peu, mais se couper le bras avec Ouais. un couteau pour s'en sortir. Et un Au film. final, notre ami Aaron va bien aujourd'hui. Donc tout se passe bien, tout finit bien pour notre ami Aaron. Mais voilà, ça peut arriver d'être coincé dans des endroits un peu insolites, quoi. Ouais. Et donc, ça a donné ce film 127 heures que je vous recommande très chaudement. Je crois que c'est James Franco, si je dis pas de Oui, bêtises, complètement. comme acteur. À voir Et, une fois, quand même. Oui, voilà. À voir une fois. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, Paulin. Pour Otis, c'est quoi la fin de l'histoire? Alors, pardon, je fais un grand écart, mais il a terminé la guerre vivant, mais blessé, c'est ça? Alors en fait, il a terminé la guerre à l'hôpital. D'accord. Il a été blessé pendant la bataille de Hurtgen, qui était en fait une bataille qui est peu connue en fait aujourd'hui, parce qu'elle a été éclipsée par une bataille plus connue qui est la bataille des Ardennes, qui est arrivée juste après. Ouais. Mais ça reste la plus longue bataille de l'histoire de l'US Army. Elle a duré quand même presque 6 mois et elle a été absolument terrible. Pour les vétérans, elle est vraiment restée en mémoire. Et il a été blessé pendant ces combats-là. Et en fait, c'est pour ça quand je lisais ces lettres et que je me suis rendu compte que toutes les lettres après étaient à l'hôpital, je m'étais dit bon, peut-être que l'histoire va s'arrêter là. Mais en fait, il avait enfin le temps de réfléchir justement à ce qu'il avait fait. Ah, donc, il y a une conclusion un petit peu de tout ce Et il qu'il a partait fait. dans des réflexions philosophiques Ouais. extrêmement intéressantes et ses lettres sont encore plus touchantes à ce moment-là parce qu'il a la culpabilité d'avoir laissé ses hommes derrière, etc. Donc en fait, vraiment, du début à la fin, ses lettres sont vraiment passionnantes. Un tout petit mot pour parler de ses descendants, parce que c'est hyper important et vous me dites c'est une très grosse partie du boulot. Retrouver les gens qui restent après. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, travailler avec des lettres, il y a plusieurs difficultés. Déjà, c'est trouver du contenu intéressant, à cause de la censure, l'autocensure, etc. Mais après, si on en trouve, on ne peut pas en faire grand-chose, sans l'accord des ayants droit. Donc, l'idée, c'est de retrouver des descendants directs à travers le monde pour pouvoir publier ces correspondances qui sont normalement censées rester dans la sphère privée. Et ça, c'est à peu près un tiers de mon travail, en plus des recherches sur le parcours, de l'écriture, la mise en page, tout ça. Et dans le cas d'Otis, vous les avez retrouvés. On vient de voir une photo. Ouais, alors il n'a pas plus de descendants directs, c'est-à-dire que son fils est décédé sans descendance. En revanche, son frère à Otis, qui lui a été tué dans le Pacifique, a pu avoir un fils et du coup j'ai retrouvé ses petits-enfants. Et les petits-neveux. Et qui sont venus assister à l'avant-première. Ils sont venus en Normandie Et pour ça, c'est voir l'avant-première du film et ça c'était très très chouette. Oui, j'imagine, ça devait être super émouvant. Je ne sais pas si on avait le temps de jouer parfois quand on combattait. Il y avait des temps morts, je le sais, et donc est-ce que c'était des moments qu'on a loués à ce passe-temps? Je ne sais pas. En tout cas, ils n'avaient pas André à leur côté, c'est bien dommage, parce qu'il aurait pu animer ces moments avec ses défis d'André. Ouais, et puis nous, on prend, Clément, tout le temps de jouer tous les matins aussi. Alors, moi, je suis plus parti sur la partie courrier, la partie des lettres, justement, ça qui qui vous a vous a passionné, fasciné. en effet, pour faire un jeu ce matin. Alors, quand on parle de courrier, quand on parle de lettres, on parle évidemment des timbres.
Voilà, peut-être vous êtes collectionneur, vous, Clément, de timbres ou les Il n'y a lettres pas ça dans suffit toute votre collection Non, mais il y a d'objets, des pas de timbres timbre. intéressants avec Ah. une tête très connue d'un grand méchant. Ouais. Ah, vous en avez C'est vrai aussi. Oui, puis c'était très prisé des soldats. On parle Et d'Hitler, on est d'accord. Ouais, ils adoraient ramasser ces timbres et ils les envoyaient à la maison. Intéressant aussi de savoir qu'il y en avait encore aussi. Alors, le tout premier timbre, lui, de l'histoire, il est arrivé le 1er mai 1840. Mais D'accord. où ça? En Angleterre, en France ou aux États-Unis? Ou aux États-Unis. Le premier timbre. La création du timbre, l'invention du timbre, selon vous. Aucune idée. Clément, j'arrive à vous poser une colle sur une question d'histoire. Bravo, bravo. Paulin, Je- Clément, vous diriez? Je dirais, allez, peut-être les États-Unis. Eh ben, c'était les Anglais. C'était en effet. les Anglais. Mais vous êtes mouillé, Paulin, et je trouve ça très beau. En effet, Je suis bien le seul. c'est grâce à cet homme, justement, Rowland Hill, qui a révolutionné vraiment tout le système postal, c'est de faire payer l'expéditeur. Tout simplement, à la base, c'était one penny. C'était à l'effigie de la Queen Victoria, le tout premier timbre de l'histoire. Les courriers d'Otis, vous savez comment ils étaient envoyés, évidemment, à l'époque. Mais est-ce qu'ils étaient envoyés par pigeon voyageur? Le facteur le plus emblématique de l'histoire de la guerre, non? Non. Non. Mais ils ne payaient pas le timbre, en fait. Ils n'avaient pas besoin de timbre. Les courriers étaient gratuits pour les soldats. En effet, alors, Ouais. quand La même, moindre des choses, j'ai envie de dire quand même. minimum, une bonne réduction. Alors justement, les pigeons voyageurs. Et regardez celui-ci, là, que je vous mets sous les yeux. Il y a quelque chose de particulier. Il s'appelle New Kim. À votre avis, qu'est-ce qu'il réussit à faire? Il transporte des colis de plus de 5 kilos. Est-ce qu'il a déjà parcouru une distance de 12 000 km avec un message? Ou est-ce qu'il vaut plus d'1 million de dollars? Moi, je pense qu'il a parcouru ouais. beaucoup de Vous kilomètres. pensez ça? Oui. Et vous, Clément? Ou je vous censure? Ouais, 5 kilos, ça me paraît beaucoup. Moi, je pense qu'il vaut un petit peu d'argent. Quoi. Ouais, Ouais. il vaut 1 million de dollars. En effet, New Kim, c'est un pigeon qui vient d'un élevage belge. C'est une femelle. Il a été vendu à un collectionneur chinois, attention, à 1,6 million de dollars. pourquoi? Et parce que c'est un pigeon pas comme les autres qui est formé. Et puis même il a un beau CV quand même, notamment il a été un peu champion du monde, des championnats du monde qui se déroulent à Argenton-sur-Creuse et à Châteauroux. Donc voilà, il a eu de beaux petits prix. Allez, toute dernière question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre un courrier longtemps, vraiment très longtemps? Oui. Je veux dire, des colis Voilà, parce que particulièrement. ça peut arriver parce que dans le nord de la France en 2015, une dame a reçu un courrier avec 20 ans de retard, 50 ans de retard ou plus de 100 ans de retard. Je crois que j'ai entendu cette histoire. Ouais. Ah oui? Il me semble que c'était 50. Ouais, Moi, je c'est- dirais 50. Vous Moi, direz je 50? Je dirais 20, moi, pour me Vous mouiller. direz 20? Et vous, Clément, Non, vous? je crois que c'était 50, ouais, il y avait un truc comme ça. Eh ben, personne n'a la bonne réponse. Non. Non, c'est plus de 100 ans, c'est 138 ans, Ah même bon à Trelon, dans le Nord, à la frontière belge, pas très loin des Ardennes. Mais D'ailleurs, en fait, pardon, mais le courrier était adressé à elle. Ah et non, elle je l'a crois reçu. qu'elle l'ait à reçu. son, du coup. Ah, à son grand-père. d'accord. En fait, l'enveloppe elle contenait un bon d'expédition manuscrit adressé à la filature de laine de son arrière-grand-père, même donc posté dans le village voisin à Saint-du-Nord. Le courrier avait donc mis 138 ans pour parcourir seulement 10 km à peine, alors que pourtant il avait été obitéré en 1877. Donc c'est vrai qu'il avait bien été posté. Étonnant. 138 ans après. Étonnant. Dingue. Elle a ouvert. Merci beaucoup, André. Il y a des histoires incroyables un peu partout, on dirait. Alors vous, c'est celle d'un soldat que vous avez choisi de raconter. Nous, c'est celle d'une résistante qu'on va vous raconter ce matin, Madeleine Billard. Elle est du côté de Vendôme. Elle était du côté de Vendôme et elle est dans Femme de Marie, surtout. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous connaissez la rue Madeleine Billard? Alors, je ne connaissais pas, on vient de me l'apprendre. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouh là là, vous devez bien connaître la rue Madeleine Billard. Bah pas du tout. Non. Non, pas du tout, du tout. Quel regard vous posez sur la place des femmes aujourd'hui en 2023? L'égalité des hommes et des femmes, c'est pas un leurre. Il faut combattre tous les jours pour que ça soit reconnu tout autour de nous et en particulier par les enfants et la génération qui vient après. On a beaucoup de noms d'hommes, on a beaucoup de places de monuments, mais on n'a pas beaucoup de noms de femmes. Madeleine Billard est née en 1898 à Vendôme, figure de la commune pour être la gérante du célèbre magasin Singer de sa ville natale. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance. En 1943, Madeleine est arrêtée, emprisonnée et déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle vit alors des mois de souffrance, confrontée à la faim, aux mauvais traitements, aux humiliations constantes. Cependant,
elle ne perd jamais espoir et trouve la force de continuer à lutter dans les pires circonstances. Lors de la libération, Madeleine fait partie des rares survivantes du terrible train fantôme. Après la guerre, elle s'engage à témoigner et transmettre aux jeunes générations son expérience dans les camps de concentration. Madeleine Billard s'éteint en 1978, laissant derrière elle son histoire qui incarne la force de l'esprit humain face à l'adversité et nous rappelle la nécessité de préserver la paix et nos libertés. Alors nous allons maintenant à la rencontre d'Élise Prélier, présidente de l'association Femmes Solidaires et qui nous accueille ici, dans ce magnifique parc qui surplombe la ville de Vendôme. Bonjour Élise. Bonjour Céline. Alors Élise, je crois que vous avez un lien de parenté étroit avec Madeleine Billard. Madeleine était mon arrière-grand-mère. Et quel regard vous posez sur le parcours de cette arrière-grand-mère résistante, engagée? Je suis très admirative en réalité. J'ai toujours senti que c'était une femme forte de la famille, même si moi je ne l'ai jamais connue. Effectivement, je suis née après son décès. Ça doit être quelque chose de fort pour vous, une rue qui porte le nom de cette arrière-grand-mère. Absolument. Pour ma famille, je pense en premier lieu. Ça a permis des moments familiaux, justement, où on a reparlé d'elle et de sa vie et de son engagement et que chacun a pu parler de ses souvenirs avec elle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelles sont les actions de l'association Femmes Solidaires? La plupart des femmes que nous recevons sont des femmes qui sont victimes de violences et la plupart ce sont pour des violences conjugales que nous les recevons. Et quel regard vous posez sur la place des femmes aujourd'hui, en 2023? On en parle beaucoup plus de cette cause, de ces inégalités. La présence des femmes dans l'espace public n'est pas encore assez significative pour laisser la place à des modèles différents. Éviter les stéréotypes autour de cette question. Qu'est-ce que c'est d'être une femme ou qu'est-ce que c'est d'être un homme d'ailleurs? Bien, merci Élise. Et ben voilà, égalité, diversité, vive les femmes qui s'engagent. Et bien, en mémoire et en offrande pour elles, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur. Et nous, on est de retour avec Clément Horvat. La résistance, pour le coup, c'est quelque chose que vous ne traitez pas trop, vous? Bah non, parce que s'ils écrivaient dans leurs lettres qu'ils étaient résistants, à partir du moment où les Allemands contrôlaient le courrier, c'était peut-être pas très... Voilà, Vous n'avez pas réussi à en deviner, il n'y avait pas des messages cryptés que vous avez réussi à deviner en tant qu'expert? Non, mais il faut faire des choix parfois. En l'occurrence, les correspondances de guerre, vous, en dehors du fait que vous en ayez fait des livres, un documentaire, vous lancez une série, enfin vous avez lancé une série sur YouTube qui s'appelle Correspondances de guerre. Elle est lancée, j'en suis à 6 épisodes pour l'instant, j'en sors un par mois. C'est des mini-documentaires où je vais me concentrer sur une lettre ou sur un sujet. Là, dernièrement, c'était les lettres de la bataille de l'Atlantique. Là, le prochain épisode, ça va être sur le fonctionnement de la poste des armées, comment les soldats envoyaient du courrier, tout simplement. Il y en avait un autre sur la censure, etc. C'est des sujets très intéressants à creuser. Et vous servez aussi des objets que vous avez dans votre collection aussi parfois pour illustrer, ouais, bien sûr, parce qu'ils ont aussi des histoires. Donc voilà, il faut les connaître. Par contre, ils ne parlent pas forcément. Quand on les voit, là, ce casque, par exemple, on peut imaginer qu'un soldat était tué dedans. En fait, c'est un casque américain d'un soldat qu'il a utilisé pour débusquer un sniper, en fait. D'où les trous qu'on voit apparemment dedans. Et c'est son fils qui m'a raconté l'histoire autour du casque, mais sinon, j'aurais jamais su ce qui lui est arrivé. Donc, vous l'avez fait parler, quoi. C'est dur de les faire parler. Il y a le 80e anniversaire du débarquement qu'on va fêter cette année. Vous y serez, évidemment. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Je vais faire 2 salons du livre, un à Sainte-Mère-Église le 2 juin, le salon de la bataille de Normandie le 9 juin, et puis une conférence le 4 juin au soir au musée de Kinéville sur les correspondances de guerre. Maintenant, ce que j'en attends, j'espère juste ne pas être coincé dans les bouchons pendant toute la semaine. Comme ça, on attend beaucoup de monde là-bas, vous pensez? Oh là là, ils attendent presque 3 millions de personnes, sur des petites routes qui ne sont pas forcément adaptées. Prévues pour ça, Mais puis ils vont en fermer beaucoup aussi pour tous les officiels, donc ça va être très compliqué. Le 70e, moi je l'ai passé dans ma voiture à rater tous mes rendez-vous. Donc vous m'appellerez, je connais un raccourci par là. C'est vrai, je peux vous aider. J'attends tout. Non, mais je viendrai en parachute. Vous demanderez à Paulin quelques conseils pour pas trop mal bloquer là-haut.
Et justement, vous me disiez que malgré le fait que ça risque d'être un enfer sur place pour se déplacer, etc., il faut y être. Pourquoi ? Ça va être le dernier rendez-vous avec des vétérans, en tout cas grand rendez-vous année ronde. Donc en effet, c'est notre dernière chance en fait, de leur dire merci et voilà, les rencontrer. C'est toujours un moment extrêmement émouvant. Ouais. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'y vais tous les ans. Okay. Donc voilà, j'attends quand même, j'espère pouvoir quand même serrer quelques mains de vétérans. C'est toujours très très émouvant. Et leur présenter votre livre aussi. Vous avez déjà présenté votre livre, votre documentaire à des vétérans ou pas encore ? Il y en a qui sont dedans, hein, qui sont devenus des amis même. Voilà, bon, ils sont plus très nombreux, hein, malheureusement. C'est vrai que là aujourd'hui. On vit une période assez triste. Pas une semaine ne passe sans qu'on apprenne le décès d'un vétéran qu'on appréciait beaucoup, mais c'est la vie. Hein. L'idée, c'est de perpétuer leur mémoire et justement de faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Et pardon, mais je reviens sur Correspondance de guerre et le fait que vous mettez beaucoup de choses en ligne gratuitement, beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que dans votre esprit, vous vous dites « Ok, les jeunes, j'ai une mission, il faut que j'aille vers eux ». Bien sûr, j'essaie de rendre toute cette histoire accessible. C'est l'intérêt aussi de passer par l'humain, parce que c'est vrai que les chiffres, les dates, ça ne parle pas forcément. En revanche, voilà, se rendre compte qu'en réalité, c'était des gars de 18 ans qui étaient jetés là-dedans, qui étaient des civils en uniforme, en fait, hein, pas des militaires de carrière, mais des gars qui sortaient tout juste du lycée et qui étaient envoyés dans le conflit le plus meurtrier de l'histoire. On découvre ça sous un autre jour et voilà, on a une vraie empathie pour eux. Donc c'est une manière de découvrir l'histoire autrement et je pense que c'est comme ça qu'il faut raconter l'histoire aux jeunes, oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'espère qu'on a raconté un tout petit bout de cette histoire avec vous ce matin. Je représente tous les livres que vous avez pu déjà sortir. Il y avait Till Victory avant, Till the Job is Done. On me renvoie vers tillvictory.com sur Internet. Bonne journée à tous. Merci à vous.